Indétrônable des étals décaparé la belle saison, le melon a de quoi prendre la grosse tête. En entrée, en dessert, nous en consommons près de 300 000 tonnes chaque année. Et cocorico, 9 melons sur 10 sont produits en France. Mais depuis quelques années dans la famille des courges, sa cousine à peau verte et à chair rouge lui fait sérieusement de l'ombre. Car la pastèque a entamé une opération de séduction. Fini la taille XXL et les pépins difficiles à avaler. Elle est désormais relookée et s'affiche à la une des magazines de mode. Résultat, sa consommation a grimpé de 20% en l'espace de 4 ans. Et dans ce match melon-pastèque, les producteurs du monde entier sont partis à la recherche du fruit parfait. Comment la pastèque grignote-t-elle des parts de marché en mordant sur le secteur du melon? Pastèque ou melon, quel camp choisir? Du mois d'avril au mois de septembre, en Espagne, au Maroc, en France mais aussi au Japon, voici comment ces deux poids lourds s'affrontent dans nos rayons. Compte à rebours d'un duel au soleil. Soyez les bienvenus bien sûr pour cette feria du melon sur Cavaillon. Au mois de juillet, le melon se fête à Cavaillon. La spécialité cavaillonnaise. Défilé en tout genre, marché de producteurs, chaque année cette petite ville de Provence met les grands moyens pour célébrer son symbole, le melon. Et devant les étals, la même question. Comment choisir un bon melon? Vous savez comment choisir un melon? Je ne sais pas, donc. Au poids et voilà. On a une chance sur deux, quoi. Soit ils sont bons ou soit on est déçus. Je ne suis pas forte pour choisir les melons, mais je fais ça. Celui-là, il a l'air d'être bon. Si des centaines de visiteurs viennent à Cavaillon, c'est que son cucurbitacé est renommé dans l'Hexagone depuis plusieurs siècles. La plaine de Cavaillon est une plaine très agricole et ça a vraiment été le jardin de la France pendant très longtemps. Et le melon a fait partie un petit peu de ce fruit emblématique qu'on faisait vraiment pousser autour de Cavaillon. On le connaît tous sous ce nom et pourtant l'appellation melon de Cavaillon n'est pas officielle. Il ne détient pas encore le label IGP, indication géographique protégée, qui certifie un terroir d'origine et un mode d'agriculture. En France, seules 3 régions détiennent le label IGP pour leur melon. La Guadeloupe, le Haut-Poitou et le Quercy dans le sud-ouest. Ici, le melon a trouvé un terroir idéal. Des champs en coteaux avec du soleil et une terre argilo-calcaire. C'est là que depuis 2 générations, Daniel Quintard cultive du melon avec passion. Ici, c'est la terre familiale. Oui, mes parents ont acheté cette exploitation en 1960. Alors, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Et déjà, dans les années 62, mes parents ont commencé à produire du melon. Et ça a été une tradition familiale. Et depuis, on continue. Voilà. C'est comme une drogue. Tous les ans, on remet ça parce que c'est un challenge. Et c'est pointu, c'est technique, c'est intéressant. Voilà. En ce jour du mois de mai, Daniel plante ses premiers melons. Il démarre un marathon qui va durer jusqu'à la mi-septembre, date de fin de la récolte. Chacune de ces petites pousses peut produire jusqu'à 5 melons. Il faut donc les manier avec précaution. La machine dépose un tas de terre sur le paillage.
Ensuite, la planteuse vient positionner le plant de melon au milieu du tas de terre et quelqu'un passe simplement derrière pour rapprocher la terre autour du plant pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent autour du pied. Il faut environ 70 jours de la plantation à la récolte. Voilà. Ces plants, Daniel les a fait pousser lui-même dans une serre. Et ils représentent une grosse partie des frais d'investissement que le producteur a déjà engagés. Une graine de melon, suivant les variétés, il y a une fourchette qui varie entre 15 et 18 centimes. Alors ce qui fait quand même, déjà vous multipliez par 8000 plants à l'hectare, vous voyez déjà rien que le coût de la graine. Après il y a le travail, il y a le terreau, il y a tout ce qui va avec. On a l'impression que quelques centimes c'est pas grand chose, pour nous c'est énorme. Pour ces seuls plants, Daniel a donc déjà investi plus de 7 000 €. Il compte bien récupérer sa mise, et même plus, sur la vente de ses melons pendant l'été. Et c'est cet homme, Joël Boyer, qui va commercialiser tous les melons de Daniel, une fois récoltés. Salut Daniel. Bon, ça a séché, c'est mieux aujourd'hui là. C'est mieux, mais enfin encore... Mardi, on n'aurait pas pu le faire. Hein. Pendant les mois de pousse du melon, Joël Boyer va garder un œil attentif sur la plantation de Daniel, mais aussi sur celle de près de 90 producteurs du coin. Il vendra tous leurs melons sous sa propre marque, l'une des 3 plus grosses marques du secteur en France. Ah ben c'est la course contre la montre à chaque fois. Hein. C'est voilà. Hein. Oui, mais c'est l'excitation de recommencer la saison aussi. Ouais. Donc ça veut dire que là il y a un stress qui débute et qui ne va pas vous lâcher avant mi-octobre. Ah non, non, non. Grosso modo. Grosso modo, c'est ça. C'est à peu près ça. Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est exactement ça. Et en plus, quand on entend gronder le tonnerre, ouais. Qu'est-ce qui va... Ouais, les orages viennent de là. Et je me rappelle la dernière fois là, que j'avais dans cette parcelle, il y a 6-7 ans, et bien, 15 jours avant de débuter la récolte, un orage de grêle, on a perdu tous les premiers. Avec 25 000 tonnes de melons vendus chaque année en France, Joël Boyer est l'un des plus grands metteurs en marché de melons, comme on dit dans le jargon. Un héritage qu'il doit à ses parents qui ont lancé l'entreprise il y a 60 ans. J'ai eu l'occasion de dire que je suis né, certaines naissent dans les choux, je suis né dans les melons. Et donc voilà, c'est ma vie. Cette année, Joël Boyer vit sa 56e saison de melons. Mais tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans les années 2000, l'entreprise ayant du mal à assurer des revenus stables, Joël a multiplié les sites de production loin des frontières du Quercy, et notamment en Espagne. Avec des températures de 25 degrés dès le mois de mai, c'est déjà l'heure de récolter les melons dans la péninsule ibérique. De quoi garantir de premières rentrées d'argent, alors que les melons sont à peine plantés dans le Quercy. Joël Boyer et ses adjoints sont venus superviser la récolte. Beau calibre en plus. Car ce sont eux qui vont vendre la production de Stéphane, un Français installé ici depuis 12 ans. Les melons sont cultivés selon le même cahier des charges qu'en France et seront commercialisés sous la même marque et la même dénomination, melon charentais. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, un melon charentais ne signifie pas qu'il a poussé en Charente, ni même en France. Cela désigne simplement une famille de melons, celle à peau verte et chair orange. Allez, on va goûter là, en direct. Pour l'heure, c'est le moment d'une première dégustation du fameux charentais, sous l'œil inquiet du producteur. Il a un petit goût de noisette là. Oui. Je m'attends à la fraîche comme ça, c'est bon. Ce jour-là, une équipe nombreuse de cueilleurs a été mobilisée car le melon est cueilli à la main. Impossible de faire autrement, car dans un même champ, tous les melons ne seront pas mûrs en même temps. Le melon demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc vous voyez ces gens qui passent aujourd'hui pour la première fois. Et ils vont passer pendant plusieurs jours d'affilée. Tous les matins, ils vont venir cueillir, parce qu'on le voit. Les melons ont plusieurs stades de maturité dans la melonnière.
Et donc on a le melon qui est bon ramassé aujourd'hui, l'autre qui sera bon ramassé dans 2 jours. Et celui-là, n'en parlons pas. On est à 3 semaines de celui-ci. La couleur crème à la vanille. On le voit à côté de l'autre là. Cette couleur, crème à la vanille, est typique du melon cultivé ici, dit charentais jaune. C'est le meilleur indice de sa parfaite maturité. Et pour l'instant, Patrick, le bras droit de Joël Boyer, n'est pas satisfait du travail des cueilleurs. La couleur doit les interpeller et puis après qu'ils contrôlent que le pédoncule se décroche. Ce qu'il faut regarder en premier, c'est la couleur. La couleur, c'est le point de contrôle qui te permet de savoir si le melon est mûr ou pas. Regarde la couleur. S'il est couleur crème à la vanille, c'est bon. Et il y a une cicatrice au niveau du pédoncule, donc il est très bien. Autant de conseils qui valent aussi pour les consommateurs. Les meilleurs melons sont ceux dont le pédoncule se décolle, sans pour autant être desséché. Ces melons espagnols ne représentent que 15% des ventes de Joël Boyer chaque année. Car il en produit dans le monde entier. Traditionnellement, les premiers melons français arrivaient à la fin du mois de mai sur les étals. Mais désormais, les consommateurs en veulent plus tôt. Pour répondre à cette demande, Joël Boyer, comme la plupart des grands producteurs et distributeurs français de melons, a été obligé d'allonger la saison du melon pour la débuter en janvier et la terminer début octobre. Et comme le melon a besoin de soleil pour pousser, ces entreprises sont allées chercher du soleil dans différents endroits du monde. Pour certains producteurs français, la récolte débute en janvier, au Sénégal. Ce melon est disponible sur nos étals pendant 1 mois. Joël Boyer commence lui aux Antilles à partir de février jusqu'en avril. Pendant ce temps, d'autres melons mûrissent sous le soleil du Maroc. Ces melons prennent le relais de la mi-mars à la mi-avril. Puis arrivent ceux d'Espagne, d'avril à mai. Ensuite, les producteurs français du sud-est de la France prennent la main dès la mi-mai jusqu'à début septembre. Mais ils sont concurrencés par ceux du sud-ouest dès la mi-juin. Les derniers arrivés sont les melons du centre-ouest, mûrs début juillet. Ils durent jusqu'à mi-octobre. En théorie, ce calendrier cultural doit s'enchaîner de façon à ce que les productions ne se fassent pas concurrence entre elles. Avoir plusieurs sites de production, c'est donc pour les melonniers le meilleur moyen de répondre à l'adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Le melon a donc pris possession de nos étals pendant 6 mois de l'année. Mais il n'est plus la star incontestée de l'été. Et c'est de sa propre famille, celle des cucurbitacées, qu'est venue l'attaque. Non pas des concombres, courgettes ou potimarrons, mais de sa cousine, la pastèque, grâce à des vertus nutritionnelles inattendues. Elle est l'un des rares fruits à contenir un acide aminé très précieux, la citruline, bonne pour la circulation sanguine et pour la libido. Pour le docteur Alain Colomb, la citruline est un atout pour notre organisme, notamment si l'on souffre de problèmes cardiaques. Chez les patients cardio qui ont ces problèmes de coronaropathie, qui ont des problèmes de plaques d'athérome, etc., on devrait les compenser avec de la citruline. Quelqu'un qui en consomme régulièrement, qui est en bonne santé, il va préserver son capital santé. Pour autant, le melon n'a pas dit son dernier mot. Il contient 3 fois plus de vitamine C que la pastèque et il est plus riche qu'elle en bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est ce qu'on appelle un provitamine A, c'est-à-dire qu'en fait, il va permettre par l'organisme de synthétiser la vitamine A, qui, elle, intervient comme protecteur de la peau, et c'est excellent pour les yeux. Le match
est donc très serré, d'autant que ces fruits sont tous deux riches en antioxydants qui protègent l'organisme des cancers et ont en commun d'être des alliés minceurs, avec un faible apport calorique et très peu de sucre. Autre atout pour ces deux cousins, leur peau épaisse. Voilà, vous voyez le fruit, il va être là, hein, c'est l'orange. Et tout ça, c'est toute cette coque qui va absorber et éventuellement les quelques pesticides qu'il y aura. Alors pour les départager, des producteurs de pastèques ont eu une idée. Adapter le fruit aux attentes du consommateur en gommant tous ses défauts. En Espagne, près d'Almería, tout au sud du pays, niché entre les reliefs de la Sierra Nevada et la mer, se trouve un pays de cocagne. José et Joachim y surveillent de près une plantation de pastèques en ce jour du mois de juin. Comment vont les pastèques? Bien. Il y a beaucoup de soleil, mais la mer régule la température et c'est ce qui fait toute la qualité de cet endroit à cette époque de l'année. Responsable commercial d'une coopérative devenue l'une des plus lucratives d'Espagne en seulement 15 ans, José vend près de 80 000 tonnes de pastèques chaque année. Comment expliquer la rentabilité de la pastèque? Francisco Peralta est agriculteur depuis 30 ans. Les jours de récolte, il a toujours ce drôle de couteau en main. On fait ça. Et avec le son, on peut savoir si une pastèque est meilleure que l'autre, simplement en la toquant. Plus le bruit est sourd, meilleure est la pastèque. Une fois identifiées, elles seront coupées et ramassées en une seule fois. Un travail bien plus rapide que pour le melon. Normalement, en une journée, on récolte un hectare avec 8 ou 10 personnes. C'est rapide. La pastèque se ramasse très vite. Sa récolte nécessite peu de main-d'œuvre, mais surtout cette pastèque n'est pas une pastèque ordinaire. Sa peau sans rayures la rend plus opaque et donc plus résistante aux brûlures du soleil. Mais elle est aussi 2 fois plus petite qu'une pastèque traditionnelle. Et principal avantage, elle ne contient pas de gros pépins noirs, désagréables en bouche. Quand le projet a commencé, le consommateur ne connaissait pas les pastèques noires et sans pépins. Et avec le temps, nous sommes devenus la première marque européenne. En seulement quelques années, le chiffre d'affaires de cette coopérative a grimpé en flèche. Il est désormais de 30 millions d'euros. Derrière cette pastèque révolutionnaire se cache un géant mondial de la chimie et des semences, le laboratoire Bayer. Dans ses serres, à l'abri des regards, Crisento Ampuero, chercheur pour cette multinationale, protège jalousement des plants de tomates ou de pastèques, car ils produiront peut-être les fruits de demain. Ici, c'est un lieu de recherche où l'on fait des essais pour les variétés qui seront peut-être vendues dans le futur. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de nouvelles lignées de variétés en test ici, beaucoup de parcelles. Mais avant de voir arriver ces nouvelles variétés sur le marché, 8 à 15 ans de recherche sont nécessaires en moyenne. Cette pastèque n'a pas échappé à la règle. Pour obtenir cette variété, les chercheurs se sont fixés un objectif. Obtenir une pastèque noire, c'est-à-dire sans rayures, plus petite, mais ayant une excellente qualité gustative et facile à cultiver. Pour cela, ils ont croisé des pastèques entre elles. Celles qui ont été sélectionnées ont à leur tour été croisées avec d'autres pour améliorer le goût, la texture
la résistance à certaines maladies. Finalement, après 8 ans de travail, Eureka! Ils ont enfin trouvé une variété de pastèque correspondant à tous les critères. Mais ce n'est pas tout. Pour la rendre sans pépins, les chercheurs ont encore une dernière manipulation à faire. Tout d'abord, ils vont utiliser un produit chimique appelé colchicine et asperger de jeunes plants de pastèque avec. Cela a pour effet de doubler le nombre de chromosomes. On appelle ces pastèques tétraploïdes car elles ont 4 paires de chromosomes au lieu des 2 habituels. Ils croisent alors la variété à 4 paires de chromosomes avec celle à 2 paires. Leurs descendants seront des pastèques avec 3 paires de chromosomes. Stériles, elles n'ont pas de pépins. Et c'est ainsi que la pastèque Fashion est née. Mais une pastèque qui a subi une intervention sur ses chromosomes est-elle considérée comme un OGM? Yvette Daté, membre de l'Académie d'agriculture de France, est une spécialiste des expérimentations sur les fruits et légumes. Alors un OGM, c'est un terme qui veut dire organisme génétiquement modifié. C'est une plante dans laquelle on a introduit au cours de manipulation in vitro un gène, c'est-à-dire un petit segment d'ADN qui a été introduit dans le noyau, un gène étranger, et qui produit une plante qui exprime ce gène, ce qui n'est pas du tout le cas de la pastèque, parce que la pastèque dont il est question, c'est une plante qui a été issue de croisements normaux. Des croisements, certes, mais qui nécessitent l'utilisation d'un produit chimique. La colchicine, c'est un produit qui a été découvert en 1820, qui est utilisé en pharmacie pour traiter un certain nombre de maladies et qui est utilisé également en amélioration des plantes pour doubler le nombre de chromosomes de la plante. Dans tous les cas, ce n'est pas la plante qui est issue du traitement à la colchicine qui est consommée, ce sont ses descendants. Et donc, c'est complètement inoffensif pour la santé. Mais cette pastèque sans pépins n'a pas que des avantages. Comme elle est stérile, les producteurs sont obligés d'acheter leurs graines au laboratoire allemand à chaque fois qu'ils veulent la cultiver. Un monopole juteux. La Fashion est rentrée dans l'histoire parce qu'elle a contribué à augmenter la rentabilité depuis le producteur jusqu'à la chaîne de distribution. Et quand on introduit un produit sur le marché où tout le monde est gagnant, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? C'est un succès. Mais Bayer ne se contente pas de commercialiser les graines de Fashion. Le groupe allemand exerce un contrôle strict à tous les niveaux. Les producteurs habilités à la cultiver sont triés sur le volet. Et jusqu'à l'usine de conditionnement gérée par la coopérative, le semencier impose une dernière sélection drastique. Une pastèque sur 4 sera éliminée si elle sonne creux ou si elle ne contient pas le taux de sucre minimum requis. On le teste à l'aide de cette petite machine, un réfractomètre. 12,5. 12,5 sur l'échelle de Brix. C'est très bien. Nous les commercialisons quand elles ont un taux minimum de 10. La norme européenne est de 9 seulement. Mais nous voulons la meilleure qualité avec plus de sucre. Résultat, José vit le rêve de tout commercial. Même à 1 € du kilo, c'est-à-dire 2 fois plus cher qu'une pastèque traditionnelle, la demande est supérieure à l'offre. Une situation qui lui permet de fixer un prix minimum. Même en cas de chute de la demande, il ne descend jamais en dessous de 70 centimes du kilo. Pour l'instant, ces producteurs de pastèques sont en position de force. Et pour donner encore plus de poids à leurs pastèques, ils ont investi un demi-million d'euros en marketing. Et ont fait de leurs fruits un mannequin en rondeur sexy sur leurs affiches publicitaires.
Celle-là a été faite par l'agence de Madrid. Elles ont été commandées par Victor González, le directeur marketing. Et il en est très fier. En fait, nous voulions mettre au premier rang notre produit et nous positionner comme une marque de l'été. C'est pour cela que nous avons un fond un peu flou et voulu attirer le regard sur le produit. Et ce n'est pas tout. La pastèque est pensée comme un produit signé. Le logo a été conçu par Agatha Ruiz de la Prada, une styliste espagnole célèbre. Autre nouveauté, des poignées de transport. C'est la même pastèque fashion, mais avec une poignée. Elle devient Fashion Go, la pastèque emportée. Je peux l'emmener partout. C'est amusant. Des pastèques chics, aux mensurations idéales, autant d'atouts qui ont bien servi la pastèque sans pépins. Mais l'essentiel est-il au rendez-vous? Qu'en est-il du goût? Nous avons voulu le vérifier de façon scientifique. Au sud de la France, où les oliviers côtoient la vigne, un laboratoire s'est spécialisé dans l'analyse du goût. On appelle cela un laboratoire d'analyse sensorielle. Blandine Ayou est un agent très spécial au service du goût. Sa mission, faire tester en aveugle à un panel de consommateurs 3 sortes de pastèques différentes. Une pastèque traditionnelle, la pastèque fashion et une autre pastèque sans pépins, la Bouquet, la marque la plus vendue en France. Laquelle parviendra tout en haut du podium? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne dégustation. « 120 goûteurs ont accepté de se plier à un protocole aussi strict qu'inattendu. Pas le droit de se parler, ni de regarder son voisin. Ici, on ne prend pas la pastèque à la légère. Il est très important d'avoir un environnement neutre, pas de couleur. Donc on reste sur du blanc mat, avec une lumière qui est contrôlée également, qui est une lumière blanche, pour être sûr qu'elle ne dénature pas la couleur réelle du produit. Les zones d'ombre sont maîtrisées, donc la lumière est située en hauteur pour pas qu'il y ait d'influence sur le visuel du produit. Texture, maturité, goût, sucre. Les testeurs dégustent consciencieusement leurs morceaux de pastèque, puis ils attribuent une note globale. Blandine Ayou a ensuite fait la moyenne de toutes ces notes. La note moyenne attribuée sur 10 pour la première pastèque qui était la classique, c'est-à-dire la traditionnelle. La grosse pastèque avec pépins, nous obtenons une note moyenne de 6,96 sur 10 pour 112 personnes interrogées. Pour la pastèque fashion, donc une pastèque sans pépins, nous obtenons une note moyenne de 6,64 sur 10 pour un panel de 112 consommateurs toujours. Et ensuite, nous avons la note pour la pastèque bouquet, donc pour laquelle nous obtenons une note moyenne de 5,8 sur 10 pour cette pastèque-là, qui obtient une note moyenne significativement inférieure aux 2 autres. Surprise, la pastèque traditionnelle avec pépins est la grande gagnante du goût. Mais elle ne représente plus que 10% des ventes en France. Car entre le côté pratique et la saveur, les consommateurs ont choisi de se faciliter la vie. Trouver la bonne variété qui va inonder les marchés, c'est le nerf de la guerre pastèque-melon. Alors, depuis quelques années, les melonniers expérimentent d'autres types de melons. Au premier rang desquels, le melon charentais, dit longue durée. Et c'est surtout au Maroc que cette deuxième génération de charentais est cultivée. À 2 heures d'Agadir, vers le sud, presque aux portes du désert, les températures avoisinent les 35 degrés dès le mois d'avril. Mais grâce à un barrage, l'eau ne manque pas. C'est pour cela que Robert Franchineau, dont la marque Val de Sérigny est l'une des plus vendues en France, a parié sur cet endroit.
On a un site de production qui est un peu magique, quoi. On est à la porte du désert, l'air est sec, à proximité de la mer, c'est tempéré. Il y a de l'eau, voilà. Et puis il y a les hommes. Et pour Robert Franchino, l'homme le plus important, c'est Saïd, son chef de production. C'est lui qui, sur place, s'assure du bon déroulement de la plantation jusqu'à la récolte. Les melons cueillis ce jour-là seront sur les étals français 4 à 6 jours plus tard, après avoir parcouru 2500 km en camion et en bateau. Pour que ces fruits supportent à la fois le transport et la chaleur, ce producteur a choisi une variété plus résistante. Il s'appelle aussi charentais, mais on l'appelle charentais vert pour le distinguer du charentais jaune traditionnel. Et ici, vous faites du charentais vert? Ici, oui. L'évolution, la conservation est meilleure sur ce type de melon. Et en France, on a des melons qui ont une maturité très rapide, les fameux charentais dits jaunes, avec une émission d'éthylène qui fait que la maturité, on est très vite en maturité. Ici, c'est plus lent et c'est plus facile à transporter, à exporter. C'est sécurisant. Parce que la semaine dernière, par exemple, il y avait une tempête dans le détroit de Gibraltar. Les bateaux ont été arrêtés pendant 3 jours et les melons, ils sont mis 1 semaine. Si on avait des charentais dits jaunes, ça pose de gros problèmes. Oui, chez le magasin, il devra les vendre dans la journée et encore. Là on est sécurisé. Un melon plus résistant, c'est aussi pour lui la possibilité d'utiliser le moins de pesticides possible. La preuve, dans ce bureau, où se trouve le registre de chaque produit utilisé. TPK, c'est un anti-puceron, il y en a un dans l'année. Folio Gold, c'est un anti-mildiou. C'est conforme à ce qu'on a demandé, voilà, c'est des choses classiques, donc qui sont évidemment dans les produits autorisés au Maroc et dans les produits autorisés en France. Le producteur l'assume. Ici, on utilise des produits phytosanitaires seulement si nécessaire. Sur 200 molécules, il y en aura 1 ou 2 qui va apparaître sous forme de traces, pas plus. Évidemment, celles qu'on utilise en priorité, mais c'est vraiment de toute façon très faible. Pour pouvoir entrer sur le territoire français, certains des melons récoltés ce jour-là ont été analysés pour rechercher ces résidus. Nous avons récupéré ces analyses. La mention ND, pour non détecté, indique qu'effectivement aucune trace des produits de la liste n'a été trouvée. À peine récoltés, direction Agadir pour les melons, à 2 heures de route, sous un soleil de plomb. Ils sont conditionnés dans cette usine. Mais ils doivent d'abord passer un test, le taux de sucre. En dessous de 12%, les acheteurs français n'en voudront pas. Ah, il est à 16, ouais. Il est bien à 16. Très bien. Ouais, c'est bien. C'est bon, là. C'est très bien. Avec un taux de sucre au plafond et des produits sans résidus, Robert Franchino pourrait prendre le melon. Pourtant, il s'en garde bien car le charentais vert a un petit défaut. Il est moins savoureux que son cousin le jaune. Il n'aura pas cette émission, ces arômes, ces effluves comme un charentais jaune. Mais là où on est, ça nous est impossible raisonnablement de cultiver un charentais jaune. Ici, pas d'ambiguïté. La mention charentais vert est écrite très explicitement sur le carton. Et pour faire oublier son petit défaut gustatif, le producteur est intransigeant sur l'emballage. Là, c'est n'importe quoi. À la fin, ça doit ressembler à ça. Ils sont bien alignés, tous bien inclinés. Il faut les imaginer à Paris, dans un beau supermarché, chez un détaillant spécialisé, que ce soit parfaitement présentable. Avec ses fruits cultivés au Maroc, il a trouvé le moyen d'être présent sur les étals français dès le mois d'avril.
Mais désormais, il reste le plus difficile à faire, trouver des acheteurs, car la concurrence est rude. Quatre jours plus tard, ces melons marocains sont arrivés à Rungis, le marché de gros parisien. Mais ils sont loin d'être seuls. Dans cette allée, des centaines de cageots se disputent les acheteurs. En France, 4 grandes entreprises se partagent le marché du melon. Soldiv, Philibon, Rouge-Gorge et Val de Sérigny. Au milieu de cette agitation, Amar Djemaoun, l'un des grossistes en fruits et légumes emblématiques de la Halle B. Tu prends 5 framboises là-bas et tu viens me voir pour prendre le bon après. On s'amuse bien. Les clients sont sympas. Bon, ils sont durs en affaires, mais bon, ça va. Ce jour-là, sur le stand d'Amar, du charentais vert du Maroc côtoie les premiers charentais jaunes arrivés d'Espagne. Les acheteurs revendront les melons à leur tour, soit dans leur boutique, soit sur les marchés de toute la région parisienne. Certains hésitent. Mais les melons de Robert Franchino remportent un franc succès. T'en fais combien toi, Marquez? T'en veux combien? Une quinzaine, mais un petit chouillard, moi. Bah une quinzaine. Un 10, on a des 15 colis chez Marquez. Car dans la balance, il y a le prix. Les charentais verts coûtent 80 centimes du kilo moins cher que les charentais jaunes. En 12. Entre le charentais vert et le charentais jaune, c'est le prix des clients. Il y a 2 types de clients. Les clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont s'orienter vers le charentais vert qui est moins cher, et les clients qui ont un peu plus les moyens, qui vont s'orienter vers le charentais jaune. Après, il y a des clients, bien sûr, qui vont chercher le goût, la qualité, on va s'orienter vers le charentais jaune. Cependant, le charentais vert aussi est bon. Une fois qu'il est un peu mûr, on met 7-8 jours avant de mûrir. Un melon moins cher, qui se conserve plus longtemps, le charentais vert a en effet de quoi séduire les commerçants. D'autant plus que pour les consommateurs, il est quasi impossible de distinguer la différence à l'œil nu. Alors les commerçants indiquent-ils clairement le type de melon qu'ils vendent? Sur certains étals, la mention vert apparaît clairement. Mais la plupart du temps, rien n'indique s'il s'agit de charentais jaune ou vert. Et certains vendeurs eux-mêmes n'ont pas l'air de bien s'y connaître. Mais il y a du charentais vert et du charentais jaune, non? Il y a du non, ça n'existe pas, ça. Ah ok, d'accord. Merci, monsieur. Si les distributeurs n'ont pas l'obligation d'afficher la variété, les producteurs, eux, se doivent de l'indiquer sur l'emballage. Il suffit donc de regarder sur le côté du cajot où toutes les informations apparaissent. Deux mois plus tard, à la mi-juillet, l'été est enfin arrivé en France. Sur les marchés, 90% des melons vendus sont des charentais jaunes produits dans l'Hexagone. Comme ceux de Daniel Quintard, dans le Quercy. Tourne-le, voilà, Rémi. Voilà. C'est le moment de cueillir le fruit de 4 mois de travail. Ouais, elle a oublié. Oui, là. Viens là. Viens là. Regarde. Viens, non, mais viens, je rigole pas. Hein. Viens le chercher. Allez, il veut mettre les 3 melons sur là. Voilà, allez, prends-les. Vas-y, fais ton travail. Daniel ne laisse rien passer, car cet été, les melons se vendent mal. La demande est faible et les prix ont chuté. Au premier rang des coupables, la météo. On a eu une semaine de froid. Cette semaine, disons, de mauvais temps, a ralenti et a perturbé énormément le marché. C'est dommage parce que ça démarrait vraiment très très bien. Parce que les gens, quand il fait chaud, ils consomment. Voilà, c'est un fruit d'été, donc... Mais moi, je trouve que les gens sont très très sensibles à la météo par rapport au melon, aux fruits. Dès qu'il pleut, ils n'ont plus envie de manger de melon. Moi, je comprends pas. Moi, je mange tous les jours. Mais dans les champs, les fruits ne peuvent pas attendre que les prix remontent. Daniel Quintard expédie donc sa récolte à 40 km de là, chez Joël Boyer. En cette période, il endosse le costume de contrôleur de la gare de Trie.
Alors il y a plusieurs critères. Il y a la forme du fruit déjà, il y a le stade de maturité. Ensuite on a des défauts d'épiderme, ça peut être des insectes qui grignotent l'épiderme. Et vous les consommateurs les premiers, il aura un petit peu de tache, vous allez le laisser au fond du rayon. Ces melons seront vendus 3 fois moins cher. En ce moment, l'atelier tourne à plein régime, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Les récoltes ne se sont pas enchaînées comme prévu. Les melons de l'ouest de la France ont mûri plus vite que d'habitude et arrivent sur les marchés en avance, faisant concurrence aux melons du sud-est. Trop de fruits d'un coup, les prix dégringolent. Le prix que paye Joël Boyer à ses producteurs a considérablement baissé. Ils seront rémunérés moins de 1 € le kilo. Ça va partir au prix que ça va partir. Donc il faut impérativement que ça remonte. Oui, non, c'est pas assez cher. Lorsque nous, consommateurs, payons moins de 1 € le kilo notre melon, les producteurs n'en vivent pas. Alors pour s'en sortir, certains ont décidé de monter en gamme pour capter une clientèle toujours plus sensible à la qualité et donc prête à payer plus cher. C'est l'objectif de Robert Franchineau. En ce mois d'août, il a achevé la saison au Maroc et récolte du charentais jaune sur ses terres du Poitou. Ça va bien? Ça va. Ça va bien? Bonjour, ça va. Bonjour. Voilà. Pour se différencier des autres producteurs, il a choisi une 3e voie, à mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et le tout bio. Son ambition, récolter des melons en utilisant le moins de produits phytosanitaires possible. Il a donc dû trouver de nouvelles méthodes agricoles. Ces fleurs, par exemple, il en a planté dans ses champs car elles servent de sentinelles contre les nuisibles. Le bleuet, communément appelé bleuet, s'il y a un puceron à 20 mètres à la ronde, on le retrouvera d'abord ici. Donc là, cette saison, il n'y en a plus. Et de la saison, il n'y en a pas eu. Les insectes mellifères adorent, parce que là, vous avez des bourdons, vous avez des abeilles. Désormais, ces melons peuvent être emballés sous de multiples labels et seront vendus 15 à 20 centimes plus cher du kilo. À l'image de Robert Franchineau, certains producteurs de melons français s'engagent vers l'excellence. Mais là aussi, la pastèque a une longueur d'avance. À l'autre bout du monde, certains ont tenté de mettre au point la pastèque parfaite. Au Japon, Tokyo, l'une des villes les plus denses du globe, avec 6000 habitants au kilomètre carré. C'est aussi l'une des villes les plus chères de la planète. Dans les centres commerciaux les plus hauts de gamme, on trouve des boutiques de fruits et légumes qui ressemblent à des bijouteries. Car ici, certains fruits sont considérés comme des produits de luxe. Ils sont présentés dans des écrins de soie et ne sont pas destinés à être mangés, mais à servir de cadeau. Pour la fête des pères, par exemple. Si je recevais un cadeau comme ça, je serais très content. La personne qui l'offre symbolise ses sentiments à travers l'objet. Ils prennent corps à travers le cadeau. C'est ainsi qu'on le perçoit au Japon. Offrir des fruits, c'est ce qu'on appelait autrefois mizugashi, et c'est une tradition ancienne. Asahi Futoshi est le directeur de ce magasin. Il propose exclusivement des fruits cultivés au Japon. Il est très fier de vendre des pastèques à un prix à peine croyable, 108 € pièce. La pastèque est un cadeau de valeur, car en raison de sa taille, elle a un gros impact. Par rapport aux pastèques plus petites, là, les plus grosses ici auront un plus gros effet avec leur volume. C'est un cadeau qui va surprendre. Les melons, eux aussi, sont les best-sellers de la boutique. Ils sont vendus jusqu'à 172 €. Si les prix dépassent l'entendement,
c'est que ces fruits, et notamment les pastèques, poussent dans des conditions hostiles, qui en font des pièces uniques. La majorité des pastèques japonaises sont cultivées au nord, sur l'île d'Hokkaido, et plus particulièrement dans la petite ville de Toma. Ici, le climat est glacial l'hiver, très pluvieux et chaud l'été, des conditions peu favorables à la culture de la pastèque. Et pourtant, c'est ici que Kazuyoshi Ohira en cultive depuis 32 ans. C'est le premier jour de récolte, un événement pour lequel de nombreux médias se sont déplacés. Oui, c'est un jour très important. Nous sommes une coopérative de 38 producteurs et je suis leur représentant pour cette première récolte de la saison. J'ai donc la pression pour nous tous. Cette effervescence a une explication. Ici, on ne compte pas les pastèques en tonnes, mais à l'unité. La coopérative va vendre seulement 70 000 pastèques de juillet à septembre. Un volume volontairement contrôlé dès que les bourgeons apparaissent. Quand 3 bourgeons apparaissent, on n'en laisse qu'un. C'est pour cette raison que la pastèque grossit bien et qu'elle prend toute sa saveur. C'est bien pour le prix aussi. En supprimant 2 sur 3, le prix est plus que triplé. La stratégie est donc claire, jouer sur la rareté pour faire grimper les prix. Pas de place pour un maillon faible. Au moment de la récolte, seules les pastèques absolument parfaites seront ramassées. Voilà. Si vous regardez ici, celle-là est parfaite. C'est un beau spécimen de 10 kilos. Sans rayures. Pour souligner la perfection de leur ovale et leur absence de défauts, chaque pastèque est ensuite délicatement nettoyée et passée au polissage. Ensuite, elles sont emballées dans des cartons individuels pour éviter les moindres à-coups pendant le transport. Et elles arrivent dans cette usine où Wataru Ikeda va de nouveau leur faire subir de nombreux tests. À mon tour, je vérifie la taille, la forme et s'il y a des rayures sur la pastèque. Quand il y en a, j'appuie sur ce bouton pour la faire passer en catégorie inférieure. Celle sans rayures passe dans la meilleure catégorie. Les tests continuent avec le taux de sucre. Un taux de 11% minimum est requis. Puis, ultime étape, une machine vérifie la densité de la chair. À la fin, une partie encore des pastèques sera éliminée et détruite. Les parfaites sont parées d'un jeu sophistiqué de cordes. Et à produit exceptionnel, événement exceptionnel. Elles seront commercialisées le lendemain lors d'une vente aux enchères très spéciale pour marquer l'ouverture de la saison. Sapporo, dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ici, le marché des fruits et légumes est l'un des plus importants du Japon. En vedette, les pastèques ont fait le trajet depuis Toma. Ce sont les premières de la saison, alors un cérémonial particulier a été organisé. Une pastèque est même offerte à la dégustation, une occasion unique que les acheteurs ne laissent pas passer. Allez-y, servez-vous. Par l'avant s'il vous plaît. Non, par l'avant. Elle a un goût excellent et elle est bien sucrée. Nous, les producteurs, sommes toujours anxieux. Mais en voyant tout le monde en manger avec un grand sourire, nous sommes soulagés. Bienvenue à la vente aux enchères de la pastèque Densuke. Puis, devant une foule d'acheteurs, 10 des plus belles pastèques vont être vendues aux enchères.
Résultat, l'une d'entre elles atteindra les 4 000 €. Mais c'est un achat exceptionnel, une forme de sponsoring d'une grande entreprise japonaise. Les autres pastèques aussi seront vendus aux enchères, mais à des prix oscillant entre 30 et 80 € l'unité. Des prix, certes, plus raisonnables, mais que les Français ne sont sans doute pas encore prêts à payer. Glamour, brillante, tendance. Depuis quelques années, la pastèque a su faire valoir de nombreux atouts dans le bras de fer qui l'oppose à son cousin et rival, le melon. Pour autant, sa consommation reste encore bien inférieure à celle du melon. Pilier incontournable de la gastronomie française, le Charentais a encore de beaux jours devant lui et compte bien rester le roi des courges.